Je me rapproche plus à l'espace Technopole. D'accord. Je pense que Mbacké avait fait un bâtiment, mais je pense que le bâtiment est abandonné maintenant. Oui, carrément. Bon, je me suis posé la question, pourquoi autant d'efforts et même pas quelques années, c'est abandonné. C'est là que je voulais un peu comprendre qu'est-ce qui s'est passé réellement. Alors, ce qui s'est passé d'abord, c'est de considérer qu'on dit Technopole, mais il fallait avoir une volonté politique pour mettre ça en œuvre. À l'époque, c'était le ministre Maguette Diouf qui était ministre de la modernisation, de la technologie, etc. Et même pour la première fois, mais en conseil des ministres, Maguette Diouf m'a amené en conseil des ministres pour parler du Technopole avec le président Abdou Diouf. Moi, j'ai eu la chance chaque fois, je n'ai jamais demandé d'audience, mais j'ai rencontré les présidents du Sénégal, parce qu'il y a des gens qui le disent, mais écoute, c'est le président, mais écoute, Il faut ramener il faut amener Mbacké parce que, bon, il va vous... Ce jour-là, il était vraiment séduit, quoi. Alors, le président Abdou Diouf m'a reçu en conseil des ministres avec Maguette Diouf. C'est eux-mêmes qui m'ont donné la décoration, la médaille du mérite. Hein, ah bon? Ah oui, oui. Formidable. La médaille du mérite. Yakel Gassama a pris le relais avec Abdoulaye Wade. Il m'a amené le président. Bakary Gassama. Oui, ministre de la Recherche scientifique. Pour relancer le Technopole et le pacte scientifique. J'étais en Dodia avec le président Abdoulaye Wade, on a parlé de mathématiques, etc. Oui, oui, mais bon, pour donner un exemple, ça c'est de la mathématique. C'est la mathématique. J'ai raté le rendez-vous avec Macky Sall, parce que Macky Sall, on a fait 1 an et demi avec un de ses ministres pour préparer le Conseil national de l'urbanisme, qu'on a raté. Il a nommé notre jeune ministre Fofana avec les 100 000 logements. Ouais, on a tout bouclé. Abdoulaye Fofana. Il a, etc. Donc ça, vraiment, lui, c'est des rendez-vous ratés. Mais c'est pour dire que le Technopole, c'était d'abord justifier que nous sommes des inventeurs. Et c'est vrai que en 1995, au Salon de Genève, on a gagné la médaille d'or que vous voyez ici. Hein? Et puis l'affiche est là, je l'ai amené. Mais avant 1995, en 1985, j'étais jeune inventeur. J'étais invité en Bulgarie, où on avait une exposition mondiale des jeunes inventeurs. Et avant ça, j'ai été invité, sélectionné parmi les 100 meilleurs inventeurs en 1986, où j'ai été invité en Suède, à Stockholm, où on a été reçu dans le prix de la salle Nobel, et on a dîné avec le roi de Suède, etc. Mais ça, bon, vous l'apprenez. Donc vous êtes un prix Nobel, quoi. Mais tu me dis ça. Il est un prix Nobel. Mais tu me dis ça en 2025 et que moi je vous parle en 1986. Voilà, mais c'est bon. Non, vous savez. Et puis la photo là-bas, c'était des voilà, qu'on avait avec le roi. Le roi Gustave qui nous a reçus dans la salle. Voilà, et là, je suis là. Voilà, mais Mbacké, vous savez, oui. Je vais vous dire une chose. Vous savez le mot Bakou. Pourquoi toute la sous-région a quand même capté pour dire le mot Bakou? Parce que quand tu vas dans ces pays-là, ils font tous du Bakou. Et le Bakou, on le faisait des années en arrière. Mais il y a simplement une chose qu'il fallait trouver, un nom, pour que tout le monde comprenne que c'est ça qu'était le Bakou. Nous étions dans le Bakou depuis très longtemps. Ce que vous êtes en train de faire depuis des années, c'est le Bakou. Mais ce que je peux ajouter là-dessus, on était invités au 100e anniversaire de l'association des inventeurs suédois. Donc, c'est pas étonnant que les Nobel viennent de la Suède. Absolument. Et si vous prenez l'indice mondial de l'innovation, créé par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, qui classe les pays par rapport à leur capacité d'innovation. Chaque année, on vous sort, il y a 133 pays, et on voit leur capacité d'innovation. Et qui est le premier de ça? C'est la Suisse. C'est les petits pays qui n'ont pas de matière première, mais qui fonctionnent sur la matière grise. Voilà, c'est ça. Et les États-Unis sont en 5e position. Alors, demandez-moi la position du Sénégal. Bon, c'est honorable quand même. Ouais. Parce que je suis, il bouge. Il est toujours, il est 100e parmi les 133. Mais c'est honorable. Puisque en Afrique, le Sénégal fait partie des 10 leadership en matière d'innovation, etc. Donc ça veut dire quoi? C'est ce que j'ai recommandé dans le cadre des projets des pôles territoires. Mais je le dis, mais écoute, vous avez caractérisé les 8 pôles territoires par rapport à des critères.
j'allais dire, des indices voilà, composites de dynamique. Mais j'ai dit, il faut le coupler avec la compétition internationale. Ouais, on reviendra sur ça, mais sur l'approche de la technopole, vous étiez en train d'aborder un conseil de ministres. Il fallait justifier qu'on a des inventeurs au Sénégal. Et j'étais le président de l'association des inventeurs, une association qu'on a créée en 86. Et puis par coïncidence, on a annoncé le décès de Cheikh Anta Diop le 7 dans une grande conférence où j'étais. Et j'ai l'occasion, moi j'ai annoncé qu'on va créer demain l'association des inventeurs, le 8, etc. Donc c'est pour dire qu'il fallait montrer qu'on a des inventeurs, montrer nos médailles d'or comme quoi que le Technopole c'est un espace d'innovation. Et il m'a été demandé de faire la pépinière agroalimentaire de l'UTA. Et le bâtiment que vous avez vu là-bas, c'était une pépinière où des jeunes diplômés, parce qu'à l'époque on disait les maîtrisards là, mais il fallait que tout ce monde-là, qu'on puisse les mettre dans la recherche, qu'ils s'exercent à comprendre les innovations, les inventions, et pépinière veut dire ils grandissent en faisant de l'apprentissage, et après ils vont aller sur le marché. Donc aujourd'hui, si vous dites innovation, il faut qu'on ait au Sénégal une culture de l'innovation dans le sens que c'est effet entonnoir. C'est-à-dire que vous prenez ce triangle-là, vous le mettez à l'envers comme ça. Entonnoir veut dire que tout le monde a des idées. Mais tout le monde n'est pas capable de résoudre des problèmes techniques. L'inventeur, c'est celui qui s'inspire des idées pour arriver à résoudre un problème. Le problème classique que je donne au Sénégal, c'est l'ensablement des rues par rapport aux trottoirs, par rapport au réseau d'assainissement. Mais c'est une question qu'on ne pose pas. Tout le monde passe à côté. On me dit des inondations. Mais comment résoudre... Mais Marc, attends, on va passer à tout ça. Mais moi, c'était sur l'architecture que vous avez proposé là-bas. Parce que, est-ce que c'est le bâtiment qui a été abandonné ou bien après c'est le projet qui a été laissé? Et qu'est-ce qui s'est passé réellement, quoi? Pourquoi c'est resté à l'abandon? L'abandon, c'est nos difficultés de continuité de l'État dans nos alternances. D'accord. En 2000, je pense que le président Abdoulaye Wade a pris le pouvoir, c'est en 2000. Mais c'était des alternances. Mais dans les alternances, il n'y a pas eu de continuité. Et chaque gouvernement, avec ses 5 ans, veut refaire le monde. La NASA, aucun président des États-Unis ne remettra pas en cause la NASA. Tout le débat de la NASA, c'est les budgets. Qu'est-ce qu'on va faire l'argent de la NASA? Voilà, mais les navettes, autant on change même de technologie, mais la NASA est toujours là. Okay? C'est ça l'enjeu. C'est-à-dire qu'il nous faut une politique scientifique, rigoureuse, forte, qui fait qu'aucun chef d'État ne peut remettre en cause. Mais voilà, maintenant vous me suivez. Mais je t'explique carrément, le bâtiment il est abandonné parce qu'on a eu l'alternance et le gouvernement qui a suivi avait un autre projet. Et même s'il ne disait pas technopole, il disait pas que scientifique, c'était déjà là, mais ça n'a pas été réalisé. Donc on n'a pas finalisé ce qui était déjà là. Et ce qui on n'a pas pu le faire. Okay? Les volontés étaient là, comme je l'ai dit, Yann Kegassama m'a amené voir le président Abdoulaye Wade. Et qu'il a donné instruction même d'avancer ce dossier, mais ça n'a pas suivi. C'est ça la question. La question, c'est il y a des institutions qu'aucun régime ne peut remettre en cause. C'est comme la démocratie. Mais la science doit être un élément fondamental dans la société. Voilà, vous êtes en train de me rejoindre. Qu'il puisse continuer, quel que soit le régime, qu'un régime qui vient, il sait que ça, c'est des piliers du Sénégal. Et qu'un projet qui est là, ce n'est pas un projet d'un mandat. C'est un projet de 50 ans, comme les pyramides qui passent 4500 ans et que les pyramides restent encore là. D'accord? Et il faudrait que la science au Sénégal puisse être quelque chose de pérenne et que les inventions qui sont là, comme la fenêtre que j'ai inventée à la Sénégal. Oui, on va revenir. La médaille d'or, il est là. Donc je veux dire que la médaille d'or, c'était en 1995. Nous sommes en 2025, ça fait 30 ans. Donc le cycle, comme je disais tout ça, les cycles de vie, mais elles sont brèves parce qu'une invention, c'est pour 20 ans. Mais maintenant, pour résumer, je pense que peut-être si Aïda, tu as quelque chose à rajouter dans ce qu'il vient de dire. Bon, ce que je voulais dire, j'ai bien compris. Qu'est-ce qui s'est passé après? Comme quoi, vous l'avez résumé. En fait, quand il y a l'alternance, il y a des choses pérennes qu'on ne doit pas remettre en question. On doit continuer. Il suffit d'un problème de budget et on avance. La NASA
C'est ça qui a fait la force des États-Unis. Ça continue. Il y a des trucs. Donc, je pense que ça, c'est un exemple pour les autorités qui sont là aujourd'hui, à prendre en compte qu'on ne laisse pas pourrir les choses, on ne laisse pas mourir les choses, on continue parce que c'est déjà fait, on avance avec. Yeah. Ça, c'est une bonne chose. Deuxièmement, moi, je voulais quand même me rapprocher un peu de savoir qui est Mbacké en tant que professionnel de l'architecture. Et en plus, Aïda l'a souligné, c'est le bâtiment, je crois, qui rose là. Ouais, l'immeuble rose. Ouais, l'immeuble rose, il en a parlé. Je pense que vous avez travaillé aussi avec un confrère qui s'appelle Moussa Fall et que je salue votre œuvre que vous avez fait ensemble. Vous savez, même si les gens parlent que Moussa Fall, tout ça, un cabinet d'architecture, c'est un cabinet d'architecture qui s'appelle Moussa Fall ou Mbacké, c'est l'ensemble de ceux qui composent le cabinet qui ont fait le projet. Mais il y a toujours le nom de quelqu'un qui porte le projet. Mais je sais que Mbacké, avec son aspect recherche, avec sa façon de réfléchir et de concevoir, il y est pour quelque chose. Ça, j'en sais. Maintenant, je lui donne l'occasion aujourd'hui de vraiment mettre les choses en place. Voilà, Mbacké. Ok, alors, j'avais dit tout à l'heure que l'architecture, c'est un grand art. Voilà, ouais. C'est un grand art quand plusieurs architectes y travaillent. C'est la définition que j'ai donnée tout à l'heure. Or, le cabinet, c'est du commercial, c'est du finance, c'est la technique, c'est tout ça. Quand vous dites deux architectes sont ensemble, mais il y a toujours quelqu'un qui fait ça, l'autre fait autre chose. Voilà, c'est ça. Parce qu'il faut être capable d'amener au marché. Avoir de la commande, par exemple, de la grande mosquée de Touba. Mais à l'époque, moi, je venais juste des diplômés. Mais je ne peux pas avoir la commande de la grande mosquée de Touba avec le calife Abdullah Khan Mbacké. Comment moi, je vais rencontrer le calife Abdullah Mbacké? Non, voilà. Donc ça montre qu'il fallait des intermédiaires pour ça. Donc c'est ça l'architecture. Il a fallu un Karim Fall, qui est l'évêque général du calife. Mais Karim Fall, c'est le grand frère de Moussa Fall. Et Moussa Fall collabore avec Mbacké Niang. Ah, vraiment, Bakou, c'est formidable. Akudak, c'est formidable. C'est tout ça. Vous l'avez dit, c'est l'union. Donc, ça veut dire quoi? C'est des compétences relationnelles, financières, technologiques. C'est tout ça, le cabinet d'architecture. Formidable. Si vous ne l'avez pas, mais vous êtes un inventeur comme Mbacké Niang, bon, je suis un inventeur. Non, ouais, tu restes inventeur, quoi. Où est-ce que j'ai inventé le claustrat? Le claustrat. Parce que j'ai fait le tour de la typologie de l'habitat. Quand l'immeuble était là, en fait, c'est des Européens qui avaient fait le plan de base. Mais quand Québec a vu ça, bon, Québec dit non, moi, j'aime pas ça. C'est là où on m'a appelé en rescousse et j'ai analysé le bâtiment, j'ai vu toutes ces erreurs qui ne collaient pas, qui n'étaient pas bioclimatiques, qui n'étaient pas ceci, cela. Et j'ai corrigé ça et c'est là où j'ai inventé le claustrat. Formidable. Et quand j'ai mis au point le claustrat qui permettait de ventiler, qui permettait de briser le soleil, etc. Mais quand on a monté le plan à Foudio Québec, il a dit ah bon, c'est ça. Bon, je suis d'accord. C'est comme ça que ça s'est débloqué. Donc, il a fallu que je transforme les plans, les adapter avec des inventions, avec des modèles. Et quand il a vu ça, il dit ah bon, c'est ça. Il est content. Il est content, il a dit on y va. On y va. Et c'est comme ça que j'ai continué. Donc, j'ai refait la façade, j'ai fait une triangulation, j'ai fait une sculpture des façades. Donc, avec non, mais ouais, quand je vois sa façon de concevoir et de dessiner et des trucs comme ça, je me dis, il est pour quelque chose. Et je ne vous coupe pas, hein. Oui. Je prends un exemple. Moi, pour que j'arrive au Sénégal, il a fallu qu'un architecte m'arrache de France. Il s'appelle Cheikh Ndiaye. Parce qu'il y avait un entier qui travaillait dans notre cabinet, qui était ami des Cheikh Ndiaye, parce qu'ils ont été à l'école Beaux-Arts de Paris, qui est Malaké. Il dit à Cheikh, mais je connais un Sénégalais qui est ici, au cabinet SCO, là. Il faut que tu le récupères, quoi. Et Cheikh a tout fait. Mais on a eu la chance quand même de faire ensemble des projets, notamment des concours qu'on a gagnés, tout ça, et la Cour de compte. Mais la Cour de compte, on a travaillé, mais je suis la base de la Cour de compte. Mais comme il le disait, Cheikh est implanté au Sénégal. Et c'est lui qui devait faire les démarches pour qu'on arrive à mettre un projet sur le cabinet. Mais dans la conception, il y a des gens qui sont là pour concevoir. Et ça, moi, je salue parce qu'on a travaillé, on a réfléchi ensemble. Mais il y a quelqu'un quand même qui met les bases. Et c'est ça que j'ai compris avec la discussion de ma... Il faut se dire, quand l'heure de vérité est arrivée, il faut dire l'heure de vérité. Parce que l'heure de vérité, tu ne vas pas à la télé pour le dire, mais ouais, comme ça, et puis les gens ne t'attaquent pas derrière. Mais donc, yo, avec ce digante avec Yalla. Parce que toi et Dieu,
Seuls et les 4000 qui sont autour de toi, on sait ce que tu as fait et c'est ce que Macky est en train de... Mais, et parlant de Moussa Fall, mais Moussa Fall, où est-ce que je l'ai connu? Mais je l'ai connu chez Fernand Bonamy, l'ancien conseiller du président Senghor. Non, c'est pour dire que je l'ai connu quelque part. Et quand je l'ai connu quelque part, il était donc pas stagiaire, mais il était avec Fernand Bonamy. Lui aussi devait s'insérer. Donc il a fallu qu'on le recommande à l'architecte conseil du président Senghor. Et quand pour la première fois je venais voir Bonamy pour un stage, mais c'est Moussa Fall qui m'a ouvert la porte. Et c'est là que je l'ai connu. Et Moussa Fall faisait le marché de Touba avec Bonamy. Et c'est moi qui ai dessiné le marché de Touba. Ah ouais. Donc Moussa Fall me connaissait parce que chez Bonamy, parce que c'est moi qui ai dessiné. Voilà, maintenant, voilà, pour dire que si tu suis la logique. On va revenir un peu sur Senghor. Oui. Je l'ai préparé, voilà le livre. Le livre est là. Le livre s'appelle Ce que je crois. Voilà, ce que je crois. Et puis c'est Senghor qui a dit, en fait, M. Mbacké Niang l'a reconnu en hommage. Mais lis, parce que ça, un hommage de haute estime. Un hommage de haute estime. Donc voilà, ça a pris du temps avec la signature de Senghor. Il a bien prononcé le nom de Mbacké Niang, hein, et puis en plus à dire ça. Donc si le président Senghor a fait à dire ça en hommage de haute estime pour Mbacké, je crois que Mbacké, quand même, il est respectable. Est une figure dans ce monde de l'architecture. Est une figure. Parce que j'ai fait mon stage chez Bonamy. Mais faire mon stage, les gens, quand on était à l'école d'architecture, il fallait faire un stage. Mais les gens faisaient des lettres, demande de stage. Moi, je ne faisais pas. Moi, je prenais mes calques sous le bras et j'allais taper les cabinets et je dis, mais qu'est-ce que vous voulez? Un stage, voilà mes calques. C'est comme ça que j'ai fait. Je vais chez Bonamy, je sonne, après il sort, Moussa Fall m'ouvre la porte, je monte, il me dit, jeune homme, bon, si petit là, qu'est-ce que vous voulez? Je dis, mais monsieur, je veux un stage, voilà ce que je sais faire. Je sors mon calque, il s'assoit, il ouvre le calque, il regarde. Il me dit, mais bon, tu veux commencer quand? Il a vu mes calques. Oui. Envoyé mes calques, il m'a dit, bon, tu veux commencer? Je dis, mais ça il me dit, bon, à la fin du mois, tu démarres. Avec mes calques, je n'ai pas besoin de discuter. Il a plié et puis c'est fini. Donc ça veut dire que moi, je ne faisais pas de lettres, j'étais sûr de ce que je faisais. Mes calques sous le bras. L'anticipation de tout. Mbacké, en fait, il anticipe tout. C'est l'anticipation. Je travaille là-bas avec des dessinateurs et tout ça. Mais Bonamy il me disait à un moment donné, mais tu réfléchis beaucoup, mais mal. Ah, je dis, bon, heureusement que j'ai réfléchi au moins déjà, c'est déjà pas mal. Mais à lui maintenant de voir, parce que quand il me donnait un projet, je regardais ça, et même souvent j'ai osé corriger ce qu'il avait fait. Il me dit, mais je te fous à la porte. Mais qu'est-ce que tu Je te fous à la porte. Moi, il me donne un projet, quand je ne suis pas convaincu, je ne le fais pas. Et il a vu que j'étais... Il dit, mais en fait, ce gosse-là, il comprend ce qu'il fait, tu vois. Oui, il comprend ce qu'il fait. Il a dit que je comprends ce que je faisais. Et là, il dessinait des trucs asymétriques, tout ça là. Et quand je le voyais, je recopiais ça, il voyait que je sais le faire. Donc les autres ne pouvaient pas faire ça, etc. Et évidemment, il fallait que je puisse continuer mes études. Il m'a dit, bon, puisque tu faisais les plans de l'Université de Saint-Louis, on va t'amener tous les plans à Paris, comme ça tu vas dessiner ça à l'agence, après tu fais tes études. Mais c'est Bonamy qui a fait ça. Ah, oui. Mais il est parti payer d'office mon inscription. D'abord pour qu'on puisse m'inscrire. Il a envoyé un message à l'ambassadeur du Sénégal à Paris, André Guillabert. Oui. Il lui dit, je suis avec un jeune qui doit monter à Paris pour continuer le travail de l'université, il lui faut une inscription. L'ambassadeur envoie déjà partout à Paris, il dit que c'est plein. Bon, Bonamy dit, ok, moi je paye, il va à l'école spéciale, il paye l'année, chèque, tac. Et je monte à Paris, je fais mes études à l'école spéciale et le soir, j'allais à l'agence travailler. Voilà comment ça s'est passé. À un moment donné, j'étais très pris par l'école. Je rentre, Bonamy demande au ministre de l'Enseignement supérieur, Ousmane Camara, parce qu'on puisse me donner une bourse. Mais on me donne une bourse fac à l'ambassade de France dans une journée. Etc. Donc ça veut dire quoi? Et Bonamy disait au président Senghor que je suis en train de former un jeune. Et Senghor était déjà sensible à ces notions-là. Qu'il faut que les Européens qui sont là forment des jeunes Sénégalais. Et donc avec ça, Senghor était content. Quand je suis rentré avec mon diplôme et j'ai fait ma thèse sur le principe de Senghor, le asymétrique, et Senghor m'a reçu justement, quand il a vu ma thèse, il a regardé, c'est là où il m'a dédicacé le bouquin. Donc l'hommage que j'ai reçu là,
C'est parce que j'ai fait la thèse sur le pari asymétrique et Senghor l'a regardé dans son bureau, etc. Je crois que tu as abordé un truc aussi très sensible parce que je me suis dit en ce moment, on est en train de vivre quelque chose qui est un peu terrible pour nous, les architectes, parce que les jeunes architectes, je crois qu'il y a un peu de découragement. Je ne sais même pas si c'est de découragement, mais ils sont un peu perdus. Aujourd'hui, dans mon cabinet, j'ai peut-être 3 ou 4, même 4, même plus, de jeunes qui sont intégrés. Il y a des gens qui sont déjà architectes, mais inscrits à l'ordre, et qui sont en train de suivre les stages. Il y en a qui sont en 5e année, qui viennent de Tunisie, des trucs comme ça. Oui. Et il y en a qui sont venus même du Mali. Et quand tu rentres dans le cabinet, ils me disent que nous, on est dans le cabinet pour l'apprentissage. Parce que quand ils viennent au départ, ils viennent pour stagiaire pour penser qu'ils sont en train de produire. Et quand ils produisent, que je vois la production qu'ils sont en train de faire, je remets ça en question. Donc, et à la fin, ils commencent à travailler avec moi. Ils se disent, mais on n'a pas appris grand-chose à l'école d'architecture. J'ai dit, mais c'est normal. Parce que quand vous sortez de l'école avec vos diplômes, c'est là maintenant que vous faites l'apprentissage de l'architecture. C'est maintenant que vous commencez même à faire des choses. Non seulement vous concevez, mais ce sont des choses qui vont se réaliser. Parce qu'au bout de ce que vous faites sur le papier, c'est des choses que les gens vont réaliser. Pour les réaliser, il faut que ça soit quelque chose de palpable, de concret et des trucs comme ça. Et c'est ça que j'ai vu tout à l'heure, quand vous parlez de Bonami. Bonami a fait ça avec vous, parce qu'il vous a aidé, il vous a croisé. Moi, j'ai eu la chance aussi avec Aymeric Zoublena d'avoir la même chose. Quand je suis sorti de l'école d'architecture et puis l'assistance publique de Paris, je suis rentré dans son cabinet, c'était la même chose. Mais aujourd'hui, je profite de l'occasion pour dire que nous, les seniors en architecture, il faut qu'on puisse maintenant tendre la main aux jeunes. Tendre la main aux jeunes en quoi faisant? En les intégrant dans les cabinets qu'on a. Parce que les cabinets qu'on a, il faut que ces jeunes-là, qu'on les forme à faire face à cette bataille-là. Parce que sinon, on va perdre l'architecture au Sénégal. Bien sûr, bien sûr. Parce qu'il y aura quand même ce phénomène qui commence à avoir, les promoteurs qui deviennent des architectes, des ingénieurs qui deviennent des architectes, des techniciens, dessinateurs qui deviennent des architectes, et en fin de compte, tout le monde est architecte. Il ne faudrait pas qu'on laisse partir ces choses-là. C'est pour ça, avec Aïda et d'autres, on a pensé, toi-même, pour dire que le Bakou, c'est quelque chose d'important. Parce qu'une école d'architecture n'est pas seulement une école d'architecture pour apprendre les gens à dessiner, mais c'est une école d'architecture pour mettre une pensée en place, mettre une façon de voir l'architecture. Et c'est ça qui donne de la force, qui différencie avec un dessinateur ou un technicien, un truc ça. Donc moi, j'aimerais quand même que vous abordez dans ce sens-là un peu pour nous parler un peu, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Bon, Bakenya architecte, on en a parlé, j'ai fait des réalisations. Bakenya chercheur, j'ai des inventions. Mais Bakenya enseignant quand même. Voilà. Enseignant, vous me dites vous enseignez où, etc., etc. Mais écoute, j'ai enseigné à l'école d'architecture de Lomé, quoi. Léamo, une école d'architecture africaine, etc. Et avec la francophonie, on a fait Forme des architectes. Oui, on sort de Léamo, architectes, des urbanistes. D'architecture et d'urbanisme, etc. Donc c'est pour dire que dans cette dynamique pédagogique, on fait ces enseignements-là à travers des concours, on sélectionne, on les forme, etc., on les suit. Mais l'autre élément aussi, c'est que dans le cadre de mes réflexions, parce que comme tu le dis, j'anime un peu les débats thématiques, mais les débats thématiques, en définitive, ce sont des résumés de cours et de recherches que je mets sur le net. Mais allez voir pas mal d'étudiants à travers le monde, mais ils suivent ça. Hein, j'ai par hasard rencontré des jeunes de l'école de Diamniadio, là, d'architecture, mais il y a un groupe d'architectes, de jeunes là, qui collectent l'ensemble de ces documents-là et qui y travaillent. Et si tu as vu qu'avec la donation que j'ai faite de la documentation, oui, il y a une partie qui est partie au niveau des écoles, etc. Donc tout ça, comme tu l'as dit, mais la jeunesse, on doit la porter sur nos épaules pour qu'elle voit plus loin que nous. C'est ça l'enjeu. Et tu l'as dit, si on ne le fait pas, mais les choses vont s'arrêter. Donc ça veut dire quoi? On enseigne dans le cadre académique, mais on vulgarise des grands principes à travers les débats thématiques. Et les jeunes peuvent quand même en profiter, dans le sens aussi que ce métier-là, il y a une base aussi théorique. Hein, Bakou peut être dès le départ
quelque chose de théorique, mais illustré par des gens d'expérience. Il faut que la théorie et la pratique puissent être reliées, parce que le président Senghor, quand il sortait le principe de parler asymétrique, mais lui, c'était une esthétique de langage négro-africain, globalement, qu'il a essayé de résumer en disant, écoutez, vous faites de la danse, vous faites de l'architecture, vous faites de la peinture, il y a des grands principes qui sont asymétriques par rapport à la dynamique symétrique des bâtiments coloniaux que nous voyons. Mais si vous regardez le palais de justice, là, ce palais de justice, il est asymétrique. Regardez bien, la porte n'est pas au milieu, il est décollé. Regardez le musée dynamique, la porte est décalée. Or, vous prenez le bâtiment colonial, la porte est au milieu. C'est déjà ça. Le fait que je puisse te dire que allez regarder le palais de justice, la porte n'est pas au milieu, il est décalé à droite. Allez au musée dynamique, il est décalé à droite. Mais c'est un principe que, là, qui Senghor dit, mais écoute, nous, c'est pas symétrique. C'est pas symétrique. L'entrée n'est pas au milieu. Absolument. Il est à droite ou à gauche, mais pas au milieu. Mais voilà des illustrations. Or, regardez-moi, analysez-moi le palais de justice. Absolument. Vous verrez bien qu'il est totalement asymétrique. Ce qui est à droite n'est pas à gauche, etc. Donc voilà des illustrations qui fait que les jeunes doivent regarder ça, comprendre que cette dynamique d'asymétrie, c'est une expression culturelle, mais qui a des bases scientifiques. Et là, on revient sur ça. Vous prenez un triangle symétrique, ce qui est à gauche et à droite, mais quand vous le transformez en rectangle, un rectangle n'est pas un triangle. Donc il y a déjà une asymétrie, parce que c'est deux formes différentes. Mais ces deux formes-là contiennent les mêmes chiffres. OK? Donc il y a une relation mathématique déjà. Et vous répartissez ces nombres-là à l'intérieur, mais à la fin, vous avez des égalités. Donc asymétrique veut dire aussi que ce n'est pas le désordre. L'asymétrie, c'est structuré. OK? Donc il y a des mathématiques qui sont derrière. Et ceci, appliqué en architecture, appliqué en peinture, en danse, en musique. Et là, vous avez la base culturelle de relance de notre, je dis même civilisation. Parce que si vous prenez la rythmique de Dounia Coumorose, en se souvenant de l'indicatif de la RTS de l'époque, qui faisait 1, 2, après 3. Regarde. 1, 2, 1, 2, 3. Et là, vous l'avez ici. Vous avez 1, 2, 1, 2, 3. Donc, vous allez dans les lampes là, le bakou. Regarde. Il y a quelqu'un qui fait. Mais il y a un autre qui fait. C'est l'essence du bakou. Mais il est là. Ça dit que notre culture, toutes les cultures ont une structure mathématique, mais qu'il faut dégager. Et le développement, c'est quoi? Sans vous être capable de dégager les sciences de votre culture, vous pouvez les extrapoler dans tous les domaines. Et vous êtes développé. Non, si vous prenez quelque chose d'une autre culture, vous ne connaissez pas les règles, vous êtes sous-développé. Et nous, nos sous-développements, c'est que nous sommes accrochés sur des cultures que nous n'avons pas les bases structurelles et on est à la périphérie. Mais Aïda, tu sais ce que je commence à comprendre ici avec l'entrevue, là, la causerie. Je crois qu'on a en face aussi un intellectuel. Hein? un grand intellectuel. Non, c'est-à-dire, non, pourquoi ça je le dis? Parce que tu sais, en général, quand on parle des scientifiques, on ne parle pas de cette démarche-là, qu'il est en train de nous prouver. Et moi, j'ai vu beaucoup d'émissions de Mbacké. Mais les émissions de Mbacké que j'ai vues les inondations, comment on fait des trucs. Mais je n'ai pas vu une émission comme ça qu'on est en train de faire avec Mbacké. Ça, c'est une autre facette. C'est pas possible à la télé. Il ne faut pas parler des choses aussi techniques. Et puis vous êtes des confrères architectes, vous êtes capables de comprendre ce que je dis. C'est aussi l'essence même de ce qui est évoqué.
c'est la quintessence des questions. Quand tu poses à Mbacké, ce qui pense justement, il te développe que le X, c'est qu'il faut expliquer les bases aux jeunes pour qu'ils puissent se former. C'est ça. Et donc, tu as l'impression, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand je te dis, quand je vais, parce qu'effectivement, j'ai la même, j'ai cette même écoute, quand j'écoute Mbacké, quand il intervient, effectivement, j'ai eu l'occasion, c'est l'idée d'avoir tout ça, c'est tout l'environnement qu'il décrit et qu'il te dit, voilà ce qu'il en est, voilà ce qu'on devrait, vers quoi on devrait aller. Et c'est ça, oui, c'est ça. C'est la structure. Et donc, effectivement, tu as l'impression de te prendre un cours. On a l'impression aujourd'hui de nous prendre un cours d'architecture. Mais Mbacké, avant d'avancer, je vais vous faire une... Bon, c'est pas un scoop ou info, mais on a rencontré quand même le directeur de CICES, Correa, M. Correa, que je salue et que je remercie, et qui nous garantit que tout ce que Senghor a fait là-bas, et Bonamy, seront conservés. Parce qu'il a eu même la visite de Kéré, qui est venu et qui a magnifié l'architecture qui était là-bas, qui a trouvé que c'était génial. Et que lui, tout ce qui s'est dit à travers les médias, tout ça, il est hors ça. Lui, c'est d'abord conserver ce qui est là-bas et aussi mettre quelque chose de moderne qui est en harmonie avec ce qui est là-bas pour accompagner. Mais il sollicite que tous les architectes le rejoignent dans cette démarche-là. Il n'est pas là-bas pour mettre un centre commercial et un autre truc, mais il est là pour coller à l'esprit de ce qui est là-bas, pour aller de l'avant. Parce que sur 117 hectares qu'il avait, il ne lui reste que 19. Et ces 19 hectares, il va les conserver. On a même à lui pousser pour mettre là-bas les marchands ambulants. Il a refusé parce qu'il voulait que cet aspect soit préservé. Et il appelle aussi que tous les architectes puissent l'aider à la devanture, à pousser pour que les gens ne l'envahissent pas, parce que tout ce qui est devant, vraiment, ça commence à lui saturer et l'étouffer. Mais en ce qui concerne l'espace des magistrats, tout ça, il ne peut plus rien, tout est fait, mais ce qui lui reste, il va le conserver. Et le patrimoine architectural, il va le conserver, parce que jusqu'à aujourd'hui, des gens viennent encore visiter. Donc tout ce qui s'est dit, oui, ils vont démolir le truc, ils vont faire ce faux. Et au contraire, ils cherchent à consolider ce qui est là-bas. Voilà, ça c'est l'information que je voulais donner. Il faut aller le voir et le proposer. L'interprétation de Bonamy par rapport à la villa de président Senghor, l'université de Saint-Louis et le CICES. Quand on regarde le pourtour de l'université de Saint-Louis, c'est le même pourtour de l'université du CICES. C'est le même pourtour que la villa de Senghor. Donc ça veut dire quoi? Il y a une écriture quelque part, une filiation de la petite villa du CICES et de l'université de Saint-Louis. Donc c'est ça les enseignements là-dessus. Et maintenant, le CICES, il faudrait avoir la capacité d'analyse du CICES. Comme je viens de démontrer, l'analyse que je fais de la rythmique, de la mathématique de Julia Rose. Et même la mathématique du rythme comment on l'appelle, de la lutte au Sénégal. Parce que quand le lutteur arrive là, quand il est en train de faire son bakou, mais il y a un rythme pour chaque pas, il y a un rythme qui l'accompagne. Donc ça veut dire que cette culture elle est déjà là. Même les majorettes par rapport à la fête de l'indépendance. Mais dans la rythmique là, on le voit là. Hein? Mais il est là. Mais il est là. Donc ça veut dire que nous, on ne compte pas comme les Européens, 1, 2, 3, 4 comme ça. Nous, on compte à 2 dimensions. C'est sur le triangle que nous travaillons. Donc on est totalement dans les mathématiques. On ne fait pas 1, 2, 3, 4, 5 comme ça. Comme le défilé des militaires. Non, nous, on monte, on descend, on monte, on descend. Et c'est dans le triangle. C'est comme ça qu'on fonctionne. Bon, maintenant pour revenir plus près, bon, il y a eu récemment la présentation de Dakar Métropole.
Dakar Métropole, je pense que le ministère de l'Habitat et de la Construction a pu quand même exposer au Grand Théâtre ses ambitions. Donc il a montré divers projets. Bon, la plupart des projets, même on s'est rendu compte que ce sont des projets peut-être qui ne sont pas finis ou qui sont faits par IA ou autres, mais les architectes n'étaient pas très bien associés à cette démarche. Mais heureusement, en présentant le projet, le Premier ministre s'est mis en déphasage par rapport à ça, dans son discours. Mais je crois qu'il est bien dans la mission parce qu'il a parlé que de Dakar Métropole, la vision 2050 va au-delà de ce que lui il a vu. Et moi j'approuve, parce que j'ai fait même un article sur Seneweb récemment où j'appuyais ce qu'il a dit, parce que pour refaire une ville ou bien un truc, il faut que les architectes soient au cœur de ça. Et pour venir à ça, et je pense qu'ils sont quand même dans le système qu'ils ont pensé par rapport à les politiques, comment ils ont pu accéder au pouvoir. Et c'est des panafricains, Nice. Ils sont dans l'idée que tout soit se faire en interne. Donc, nous les architectes aujourd'hui, nous avons mis quand même ce mouvement qu'on appelle Baku, qui n'est rien d'autre que comment nous pensons l'architecture depuis nos aïeux jusqu'à ceux qui ont fait l'impluvium et autres, et partout dans l'Afrique, je peux dire, pour arriver à mettre quelque chose en place. Maintenant, eux, aujourd'hui, je pense qu'ils sont dans le même tempo que nous, où ils sont en train de voir, ils sont dans la même vision que nous. Maintenant, comment nous, architectes aujourd'hui, pouvons-nous, à partir de ce qui est là, palpable, et qui est sur le papier, mais vraiment le convaincre à travers ce qu'on appelle le Baku, à travers ce que Mbaké fait, à travers ce qu'Aïda fait, pour les dire, voilà votre vision de Dakar Métropole 2050, voilà comment ça peut se traduire. Parce que j'ai vu que tu nous as vraiment donné beaucoup d'éléments qu'on a mis dans QDAC. C'est 2, 3, 4 semaines ou même un mois. Tu nous envoies beaucoup de trucs. Voilà. Merci Marie pour ça. Bon, écoute, on est chercheurs, et tu l'avais dit, hein, être en avance. Enfin, un chercheur qui n'est pas en avance, il n'en est pas un chercheur. Parce que si vous êtes derrière les gens, je ne sais pas qu'est-ce que vous appelez recherche. On a fait de la prospective. Et ce n'est pas maintenant, c'est depuis toujours qu'on réfléchit sur le Sénégal, qu'on réfléchit sur Dakar, etc. La situation coloniale, tout le monde le sait, on a tracé, on a positionné les villes pour l'exploitation du pays, je ne reviens pas dessus. Les villes ont été conçues comme ça, et puis les corridors d'exportation vers le port. Donc il se trouve que nous sommes dans un mouvement pendulaire. Pendulaire veut dire là, comme un balancier, quoi. On prend, on sort, on revient, on prend, on sort. Autant à l'échelle nationale, c'est-à-dire à l'échelle nationale, dès qu'on relie quelque part, Dakar-Touba, c'est aller et on revient. Sur le plan local, c'est la même chose. Dakar, vous allez au centre, vous ressortez. OK? Mais à part de ces éléments-là, j'avais fait un schéma qui est là. Et dans ce schéma, je montrais, depuis 2012, j'avais fait ce schéma, et j'ai montré que Dakar, encore une fois, c'est plusieurs axes. L'axe Bourguiba, l'axe Si, etc., mais qui va jusqu'au Cap Manuel. Mais l'axe vert là, je l'ai tracé et ça montrait pile que nous avons Dakar sur un hexagone avec un centre de gravité qui est le rond-point Jet d'eau. Et que par hasard, cet axe vert virtuel qui n'existe pas. Quand je dis vert, mais c'est à construire. Et là, il pointe sur la plage de Anne et le phare de Mamelf. Donc le phare, c'est comme si il est là par hasard. Non, il était bien dans l'axe, dans ces trois axes. Donc Dakar a ses axes déjà structurés, avec une centralité du jet d'eau, etc. Pas 19 arrondissements, mais 7 arrondissements. Une centrale et tout autour, vous avez des arrondissements, il y en a 6. Et vous voyez bien que ces éléments-là sortent carrément du continental. Il va jusqu'à la mer. C'est-à-dire que Dakar a une extension maritime. Dakar a une extension maritime, c'est-à-dire que c'est des éléments flottants maritimes, mais en même temps des éléments qui le protègent de l'érosion côtière. Les spécialistes vous le diront. Vous prenez le Gorée, en face de Gorée, il n'y a pas d'érosion côtière. Vous prenez les îles de la Madeleine, c'est la même chose. Vous disiez l'île de Ngor, sa belle plage, est protégée par l'île de Ngor, etc. Donc ça veut dire que toute chose que vous mettez
sur l'océan est capable de protéger Dakar. Mais ces éléments-là, qui sont une force naturelle, mais c'est de l'énergie. C'est-à-dire que quand vous avez de l'énergie, vous avez de la vie. Or, sur la mer, vous avez 5 énergies. En surface, vous avez le solaire et l'éolienne. Rien ne le gêne, vous pouvez capter l'énergie solaire, vous pouvez capter l'énergie éolienne. Mais en surface des vagues, vous avez des vagues, c'est de l'énergie. En dessous des vagues, vous avez les courants marins. Et en profondeur, à 1 km, vous avez ce qu'on appelle énergie thermique des mers. Plus que vous êtes en profondeur, il fait froid. Plus que vous êtes en surface, il fait chaud. Mais quand vous reliez les deux, vous avez de l'évaporation. Prenez une glace, mettez ça sur votre langue. Vous allez voir, vous allez vous brûler. Vous avez expérimenté quand vous étiez jeune. Quand vous allez prendre une glace, vous mettez sur votre langue, ça vous brûle. Ça veut dire quoi? Si vous mettez quelque chose de froid et de chaud, vous avez la vapeur. Mais cette vapeur-là va faire tourner des turbines. Et vous avez de l'électricité. Et vous avez en même temps de l'eau douce. Donc ça veut dire quoi? L'extension de Dakar sur la zone maritime protège la presqu'île tout en fournissant de l'énergie. Donc tous ceux qui sont dans les plateformes sur la zone maritime, ils ont de l'énergie naturelle. Donc ça, des activités peuvent se positionner comme les îles naturelles que nous avons. Donc Dakar a vocation d'être une presqu'île, mais il a une vocation d'avoir des îles artificielles qui tiennent leur énergie. Donc ça veut dire Dakar, on n'a plus besoin de Dakar de nous entrechoquer à l'intérieur, mais on a son extension continentale. Mais tout en repensant Dakar par rapport à ces 3 axes. Donc voilà l'enjeu de Dakar. Mais l'enjeu de Dakar dépend de l'enjeu du Sénégal et c'est ça l'enjeu de la territorialisation. Ouais, maintenant, pour restructurer comme ce qui existe déjà, voilà. Parce qu'aujourd'hui, on peut dire que Dakar est saturé, mais voilà. Les gens sont assis sur des titres fonciers. Voilà. Quand vous prenez des axes comme ça, je pense qu'il faut autour quand même dégager des zones. Maintenant, moi, je me rappelle de Napoléon avec Haussmann, qui lui demandait, bon, si tu veux ça, voilà ce qu'il faudrait faire. Et Napoléon a pris la décision, tout autour de cet axe-là, 100 mètres à la ronde, on dégage tout. Donc, il a mis sa canne, et puis il a tracé, et puis on a dégagé. C'est le boulevard Haussmann aujourd'hui. Voilà. Mais tu penses qu'aujourd'hui, ici, en Afrique, surtout au Sénégal, on est capable de faire ça? Sur quelle position politique pouvons-nous poser ça? Économique et financier et tout. C'est-à-dire que tous ceux qui sont sur le littoral, de manière indue, hôtels qui privatisent les plages, les industries qui polluent, mais ils sont flottants sur la mer. Mais j'ai dit que les plateformes maritimes, c'est des zones touristiques et même d'aquaculture. Sous la plateforme, on a des filets, on a de l'aquaculture. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait une culture de vie maritime. D'accord. Donc ça veut dire quoi? Tous ceux qui sont sur le littoral se reportent sur l'océan. Tu as une industrie, tu fais la pêche, mais pourquoi tu l'amènes sur le continent? C'est pour l'exporter, mais tu restes là-bas et tu continues. Donc on n'a pas besoin d'avoir des industries de poissons, mais à terre. Puisque le poisson est en mer, mais vous le prenez en mer, vous le traitez en mer et vous repartez. Donc ça veut dire quoi? Tous les axes qu'on doit faire, les populations qui sont délocalisées, ce sera de l'habitat et non pas de l'industrie. Donc ces industries dégagent et ce sont les populations qui reprennent ces places-là. Donc ça veut dire qu'on ne fait que compenser, etc. Donc ça veut dire que l'idée, c'est de penser Dakar autrement et la manière d'y habiter. Et le mot habiter est important, je te l'ai dit déjà. J'ai dit planifier, bâtir, habiter. Or, pour habiter, il faut qu'on se mette d'accord sur une charte de l'habiter. Aujourd'hui, on dit on prend les trottoirs, etc. Mais parce qu'il n'y a pas une charte d'habiter. Si les gens ont la charte d'habiter, en Wolof on dit quoi? Dekondo, Djamajigel. Mais on a des bases culturelles qui nous permettent que les gens puissent cohabiter dans les espaces. Cohabiter dans les espaces, c'est la confortabilité de l'habitat, l'abordabilité, ça a le coût, et la convivialité. Convivial, ça dit que c'est le bon voisinage. Donc l'habiter aujourd'hui doit être défini clairement, c'est-à-dire qu'on n'attend pas de faire le logement pour le dire, mais allez habiter. Si vous le faites, ils vont aller le transformer. Et c'est là où on a eu des effondrements de bâtiments. Il faut que l'habiter au Sénégal soit la première étape pour qu'on puisse dire planifier et habiter et bâtir.
Malheureusement, on a toujours commencé à planifier, on bâtit, les populations arrivent, ils transforment, ils cassent tout. Mais allez voir une cité, mais les plans ne sont pas respectés. Et la cité se transforme. On ne reconnaît plus les gens de base.